L'Australie ressemble à un paradis. Des plages dorées, des forêts millénaires, une eau si claire qu'elle semble irréelle. Mais voilà le hic. Ce continent a passé 45 millions d'années en isolement total. Et l'évolution n'a pas perdu une seconde. L'océan, la forêt tropicale, même votre jardin, cachent des créatures qui n'ont pas besoin d'excuses pour être mortelles. 10 animaux qui prouvent que l'Australie n'a jamais fait semblant d'être un endroit sûr. Certains sont parmi les plus grands prédateurs vivants. Celui qui occupe la première place tient dans la paume de votre main. Et il n'existe aucun antidote contre lui. Ouvrons notre compte à rebours avec le numéro 10, le casoar du Sud. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est justement là que réside le problème. La plupart des gens, quand ils pensent aux oiseaux dangereux, imaginent des aigles, des faucons ou des vautours, des prédateurs aériens dont la menace est proportionnelle à l'envergure de leurs ailes. Le casoar, lui, est tout autre chose. Mesurant près de 2 mètres de haut et pesant jusqu'à 85 kg, il ressemble à ce que serait un vélociraptor ayant survécu à l'extinction et décidé de s'installer dans les forêts tropicales du Queensland. Ses plumes sont d'un noir profond et rugueux, loin de la douceur habituelle des oiseaux, plutôt comme une fourrure rêche vue de loin. Son cou est dépourvu de plumes, exhibant une peau aux couleurs extraordinaires, bleu électrique à l'avant, rouge vif et violet à l'arrière, changeant selon l'angle de la lumière. Et perché sur son crâne, un casque osseux, une sorte de casque en kératine qui s'élève comme une couronne préhistorique, dure, striée et profondément étrange. Personne ne sait vraiment à quoi il sert. Certains chercheurs pensent qu'il aide l'oiseau à se frayer un chemin à travers la végétation dense. D'autres croient qu'il amplifie les sons graves qui se propagent au sol de la forêt. Une troisième hypothèse suggère qu'il sert d'ornement pour afficher sa domination sociale. Quelle que soit sa fonction, ce casque donne au casoar un air aussi ancien que redoutable. L'arme qui rend cet oiseau véritablement mortel est son doigt intérieur, muni d'une griffe sur chaque pied. Cette griffe mesure environ 12 cm, à peu près la taille d'un grand couteau de cuisine, et le casoar peut la projeter en avant avec toute la force explosive de son poids corporel, dans un coup de pied vers l'avant et vers le haut si rapide qu'il est presque impossible à voir. Quand les chercheurs ont filmé des attaques de casoar au ralenti, le coup est un mouvement fluide, précis. Des cas documentés au Queensland rapportent que l'oiseau a tué des chiens domestiques d'un seul coup de patte, des animaux bien plus lourds que lui. La blessure est immédiate et catastrophique. En 1926, un garçon de 16 ans, nommé Philip McLean, au Queensland, a été tué lorsqu'un casoar qu'il avait frappé avec un bâton s'est relevé et lui a tranché la veine jugulaire d'un seul coup de griffe intérieure. C'est l'un des rares cas confirmés de mort humaine causée par un oiseau dans toute l'histoire moderne enregistrée. Ce qui rend le casoar particulièrement imprévisible, c'est qu'il n'est pas naturellement agressif envers les humains, jusqu'à ce qu'il décide de l'être. Il est territorial, protège farouchement ses petits, et il n'a presque aucune peur instinctive des humains dans les zones où des touristes bien intentionnés l'ont nourri pendant des années. Un casoar nourri par des humains ne voit plus les humains comme une présence neutre dans son environnement. Quand la nourriture ne vient pas à l'heure, quand quelqu'un s'approche trop près, quand un oiseau, avec des petits, sent que son chemin est bloqué, le déclic se fait sans aucun avertissement. Il n'y a pas de menace prolongée, pas de posture d'intimidation. L'oiseau fonce tout simplement. En pleine course,
Le casoar du Sud atteint 50 km à l'heure. Il peut nager sans hésiter à travers des rivières, affrontant les courants forts avec une aisance apparente. Il peut sauter presque 2 mètres de haut. Vous ne pouvez pas lui échapper en courant sur un terrain accidenté, ni grimper assez vite dans la végétation dense de son habitat forestier. Le gouvernement du Queensland publie des consignes officielles et détaillées pour les rencontres avec les casoars, parce que suffisamment de personnes ont eu besoin de ces règles pour qu'elles deviennent indispensables. La forêt tropicale autour de Mission Beach et de la Daintree est un territoire privilégié du casoar, et chaque année, des incidents surviennent. La plupart ne font pas la une des journaux internationaux. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Le casoar est le gardien biologique de sa forêt. C'est l'un des rares animaux assez grands pour disperser les graines de certains arbres fruitiers de la forêt tropicale en les avalant entières et en les rejetant intactes. Et sans lui, une partie de l'écosystème du Queensland s'effondrerait. Il est extraordinaire et irremplaçable. C'est aussi un être qu'on ne doit ni approcher, ni nourrir, ni se mettre entre lui et ses petits. Les habitants le savent bien. Le casoar n'oublie jamais un visage. Le numéro 9 n'attend pas dans la jungle. Il guette dans votre jardin, votre sous-sol et même votre piscine. L'araignée à entonnoir de Sydney est la plus dangereuse au monde et elle a choisi de vivre dans l'une des villes les plus densément peuplées de la planète. Atrax robustus est son nom scientifique et elle mérite chaque syllabe. Le venin de cette araignée contient un composé appelé delta-atracotoxine, plus précisément la variante connue sous le nom de robustoxine, qui attaque le système nerveux humain d'une manière terriblement unique. Contrairement à la plupart des venins d'araignées qui perturbent globalement la chimie nerveuse, la robustoxine force les canaux sodiques voltage dépendants à rester ouverts, provoquant une décharge nerveuse continue et incontrôlable dans tout le corps. Une cascade impossible à arrêter sans intervention médicale. Le résultat est un enchaînement d'horreurs digne d'un manuel. Sueur abondante et trempante, spasmes musculaires généralisés, nausées et vomissements, accélération du rythme cardiaque pouvant dégénérer en arythmie dangereuse, montée de la tension artérielle, puis œdème pulmonaire, un remplissage des poumons de liquide, suivi de la mort. Dans les cas les plus graves, notamment chez les enfants, cette séquence peut se dérouler en moins de 15 minutes après la morsure. L'araignée elle-même ressemble à un petit tank blindé. Les adultes mesurent entre 1,5 cm et 3,5 cm de long, les femelles étant généralement plus grandes que les mâles, bien que ce soit ironiquement les mâles plus petits qui produisent le venin le plus puissant. Sa couleur varie d'un brun foncé brillant à un noir presque laqué, et son corps dégage une impression dense et musclée. Les chélicères, ces structures qui portent les crochets, sont larges et puissantes, et les crochets eux-mêmes sont longs, courbés, assez solides pour percer un ongle humain. Lorsqu'elle se sent menacée, l'araignée à entonnoir ne recule pas comme la plupart des araignées. Elle se dresse sur ses pattes arrière, lève les pattes avant, expose ses crochets et fait perler des gouttes de venin au bout. Elle maintient cette posture. Ce n'est pas un bluff. Si vous vous approchez, elle attaquera, et elle frappera encore et encore, refusant de lâcher prise, agrippant avec ses pattes avant et mordant sans relâche. Ce qui rend la situation à Sydney vraiment inquiétante,
Contrairement à une araignée de la jungle, c'est la géographie pure et simple. Les habitats où prospèrent les araignées à entonnoir, sol boisé, frais et humide, avec un couvert végétal dense et un réseau de terriers, sont précisément ceux sur lesquels les banlieues de Sydney ont été construites. L'araignée n'a pas envahi la ville. C'est la ville qui a été bâtie sur son territoire. Après de fortes pluies, les mâles sortent de leur terrier à la recherche de partenaires et errent longuement. Ils se retrouvent à l'intérieur des maisons par des trous autour des tuyaux, sous les portes ou par des fissures dans les fondations. Ils se glissent dans les chaussures, laissées dehors toute la nuit. Un danger si connu à Sydney que secouer ses chaussures avant de les enfiler est devenu un réflexe culturel. Ils finissent aussi dans les piscines, où ils peuvent survivre, immergés jusqu'à 24 heures, en emprisonnant une petite bulle d'air autour de leur abdomen. Avant que l'antivenin ne soit développé et largement disponible en 1980, au moins 13 décès ont été directement attribués aux morsures d'araignées à entonnoir en Australie. La majorité des victimes étant des enfants. L'antivenin fonctionne, et il fonctionne bien, mais il faut pouvoir accéder à un hôpital. Depuis la mise en place du programme, aucun décès confirmé n'a été enregistré chez les personnes ayant reçu un traitement médical à temps. Le Parc australien des reptiles organise un programme public de collecte de venin, invitant activement les habitants à apporter les araignées vivantes qu'ils trouvent chez eux. Ce n'est pas une demande inhabituelle à Sydney. C'est une mesure de santé publique pragmatique. Les araignées sont traitées pour extraire leur venin, qui sert à fabriquer l'antivenin. Et quelque part dans ce cycle, des vies sont sauvées. L'araignée à entonnoir n'est pas un animal de l'outback ou de la nature sauvage. C'est un animal du café du matin, des barbecues dans le jardin et des enfants qui jouent dehors. C'est le danger que vous ne voyez pas venir parce que vous ne cherchez pas là où vous êtes. À la 8e place, la place revient non pas à un animal, mais à la forêt tropicale elle-même. Parce que la flore australienne a évolué dans la même isolation impitoyable que sa faune, 2 plantes de la forêt tropicale de Queensland ont eu des millions d'années pour développer des défenses bien au-delà de ce qu'un prédateur pourrait imaginer. La star incontestée de cette catégorie est le dendrocnide moroïde, l'arbre urticant Gympie gympie, qui pousse dans le sous-bois de la forêt tropicale du Queensland et paraît totalement, dangereusement banal. Il ressemble à une ortie géante, de larges feuilles en forme de cœur sur un arbuste qui atteint entre 1 et 3 mètres de hauteur. Rien dans son apparence ne trahit ce qu'il est. Chaque surface de la plante, les feuilles, les tiges, les fruits non mûrs, même les racines, est recouverte d'aiguilles creuses en silice appelées trichomes, chacune plus fine qu'un cheveu humain et terminée par une charge toxique. Au moindre contact, ces aiguilles se cassent et s'enfoncent dans la peau et les muqueuses. Comme elles sont faites de silice, essentiellement du verre, le corps ne peut pas les décomposer par enzymes. Elles restent là indéfiniment. Et la substance qu'elles délivrent, que les chercheurs pensent maintenant être un peptide neurotoxique complexe appelé moroïdine, voyage le long de ces aiguilles incrustées et s'installe dans les voies nerveuses sous la peau. La douleur qui en résulte est décrite avec des mots qui frôlent la poésie, car le langage ordinaire semble insuffisant. Les survivants la comparent à une brûlure d'acide mêlée à des décharges électriques, les 2 sensations alternant sans jamais se fondre. Elle arrive par vagues. Elle est totale, pas seulement localisée au point de contact,
mais qui se propage dans le membre affecté, la poitrine, l'aine, selon l'endroit touché. Ce qui la rend particulièrement cruelle, c'est qu'elle ne s'estompe pas avec le temps, comme une douleur normale. Les aiguilles de silice restent dans les tissus, le neurotoxique reste actif, et tout stimulus sur la zone, eau froide, eau chaude, le frottement des vêtements, même un changement de pression atmosphérique, peut déclencher une nouvelle vague de douleur des mois, voire des années après le contact initial. Une chercheuse nommée Marina Hurley, qui a étudié la plante professionnellement, a documenté son expérience. Se tenir simplement près de l'arbre, par vent fort, était physiquement insupportable, car les aiguilles tombées dans l'air entraient en contact avec son visage et ses muqueuses. Des cas documentés, datant de la Seconde Guerre mondiale, racontent que des soldats ont utilisé les feuilles comme papier toilette et ont ensuite souffert de douleurs si intenses qu'ils ont dû être hospitalisés. Un officier du Queensland se serait même suicidé après une exposition accidentelle, préférant cela à endurer la sensation. Un cheval ayant traversé un bosquet de Gympie Gympie dans les Tablelands d'Atherton serait mort en quelques heures, hurlant sans arrêt. Ces récits ont été plus ou moins vérifiés, mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que cette plante a provoqué des hospitalisations, des traumatismes psychologiques et des troubles de stress post-traumatique chez des chercheurs qui l'étudient en portant un équipement de protection complet. La deuxième plante de cette liste agit différemment, et d'une manière parfois plus sournoise. Le palétuvier laiteux, Excoecaria agalocha, est un arbre côtier que l'on trouve sur les rivages tropicaux et subtropicaux du Queensland et du Territoire du Nord. Il pousse dans les zones de mangroves qui bordent plages, rivières et estuaires. Des environnements qui attirent baigneurs, pêcheurs, kayakistes et familles en vacances. L'arbre lui-même est sans éclat. Écorce gris-brun, feuilles ovales, hauteur modeste d'environ 15 mètres pour les sujets matures. Rien ne laisse deviner le danger. Le risque est invisible jusqu'à ce qu'il vous atteigne. Chaque partie d'Excoecaria agalocha produit un latex blanc laiteux. Dans l'écorce, les branches, les feuilles, les fruits. Ce latex est un irritant puissant et un agent chimique vésicant. Le contact avec la peau provoque des brûlures et des cloques qui peuvent apparaître des heures après l'exposition, une fois que la substance a eu le temps de pénétrer. Le latex est aussi très volatile, ce qui signifie que couper ou casser une branche peut libérer assez de particules en suspension pour provoquer des symptômes chez des personnes à proximité qui n'ont jamais touché la plante directement. Mais le danger principal du palétuvier laiteux, d'où son autre nom courant, le palétuvier qui fait perdre la vue, est ce qui se passe quand ce latex entre en contact avec les yeux. Il provoque une conjonctivite chimique aiguë qui peut évoluer en ulcération cornéenne en quelques heures. Les cas documentés vont d'une inflammation sévère et d'une perte temporaire de la vue à une cécité permanente et irréversible, causée par un arbre qui semble tout à fait ordinaire, poussant là où les familles s'arrêtent pour prendre des photos. Les plantes d'Australie ne sont pas faites pour accueillir les visiteurs. Elles ont évolué sous une pression intense des herbivores pendant des millions d'années, et leur défense reflète chaque année de cette lutte. Sur un continent où même la végétation peut endommager définitivement votre système nerveux ou vous priver de la vue, le mot prudence prend une toute autre dimension. 7e place. 50 millions d'années de prédation océanique et toujours aucun rival dans son habitat de prédilection. Dans les eaux côtières de Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud, le requin-tigre
représente une menace bien réelle, fréquente, et loin de disparaître. Galéocerdo-Cuvier trône au sommet d'une longue lignée évolutive. Un modèle affiné au fil de 50 millions d'années de chasse dans l'océan. Les adultes atteignent 5 mètres de long, parfois presque 6, et peuvent dépasser 600 kg chez les femelles les plus imposantes. Son nom vient des rayures verticales sombres, visibles chez les juvéniles et les jeunes adultes, qui s'estompent mais ne disparaissent jamais complètement chez les individus plus âgés, laissant place à un gris-brun tacheté, ombragé, offrant un camouflage exceptionnel dans les eaux côtières troubles et teintées de vert qu'il affectionne. Il est trapu, puissant, avec un museau aplati et émoussé, abritant un arsenal sensoriel impressionnant. Des électrorécepteurs capables de détecter le champ bioélectrique d'un poisson vivant enfoui dans le sable. Une ligne latérale qui perçoit les variations de pression dans la colonne d'eau à des distances remarquables. Et un odorat capable de détecter des composés organiques à des concentrations de l'ordre du milliardième. Le requin-tigre est généralement classé comme la deuxième espèce de requin la plus dangereuse pour l'homme, juste derrière le grand blanc, en nombre d'attaques mortelles confirmées dans le monde. Mais les biologistes marins ont depuis longtemps remarqué une différence comportementale qui rend le requin-tigre particulièrement inquiétant. Le grand blanc est en général un prédateur qui mord, puis relâche lorsqu'il s'agit d'humains. Un comportement interprété comme une stratégie d'évaluation de la proie. Il mord, goûte, analyse, et s'il ne reconnaît pas la proie comme nourriture préférée, il se désintéresse. Le requin-tigre n'a pas cette habitude. C'est sans doute le prédateur suprême, le plus indifférent de l'océan. Et le contenu des estomacs de requin-tigre, récupérés par les chercheurs, inclut des tortues marines, des dauphins, des oiseaux de mer, d'autres requins, des raies, des plaques d'immatriculation, des morceaux de pneus en caoutchouc, une armure complète, un poulailler avec des os de poulet, ainsi que de nombreux vêtements et équipements humains. Cette analyse stomacale n'est pas qu'une simple liste macabre. Elle révèle quelque chose de fondamental sur la manière dont cet animal se nourrit. Il n'évalue pas, il dévore. Les requins-tigres préfèrent les milieux côtiers et estuariens plutôt que l'océan ouvert, ce qui signifie que leur territoire coïncide presque parfaitement avec les endroits où les humains entrent dans l'eau. Plages, entrées de ports, embouchures de rivières, bords de récifs. Ils se nourrissent la nuit et en conditions de faible luminosité, mais restent actifs toute la journée. Ils s'aventurent en eau peu profonde, d'1 à 3 mètres de profondeur, avec une aisance totale, ce qui signifie qu'un requin-tigre peut chasser dans une eau qui ne couvre à peine que la tête d'un nageur. Dans des eaux troubles, fréquentes le long de la côte du Queensland, surtout après la pluie, la visibilité chute presque à zéro. Et un animal de cette taille en mouvement rapide devient pratiquement indétectable jusqu'au moment du contact. Le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud ont mis en place des programmes de contrôle des requins avec des filets et des lignes à tambour le long de leurs plages les plus fréquentées, en partie en réponse directe à l'abondance du requin-tigre. Ces programmes sont controversés. Ils capturent et tuent un grand nombre d'espèces non ciblées, comme les raies, les dauphins, les tortues et des requins inoffensifs. Mais leur raison d'être n'est pas abstraite. Avant leur mise en place, les archives des attaques sur la côte du Queensland dans les années 30 et 40 étaient alarmantes. Plusieurs morts par an à certains endroits.
Ces programmes ont considérablement réduit ce bilan. Ils ne l'ont pas éliminé. Aucun dispositif ne peut protéger tous ceux qui s'aventurent dans l'eau. 6. Et au moment où vous le voyez, il est généralement déjà à l'intérieur de la maison. Le mille-pattes géant, en particulier les grandes espèces du genre Scolopendra et des genres proches que l'on trouve dans le nord et l'est de l'Australie, appartient à une catégorie de danger bien particulière, celle qui se cache là où l'humain devrait se sentir en sécurité. Les plus gros spécimens de mille-pattes géants australiens atteignent et dépassent parfois les 30 cm de long. Ils sont aplatis, symétriques de chaque côté et recouverts d'un exosquelette chitineux dur, segmenté, chaque segment portant une paire de pattes. Leur coloration varie selon l'espèce et la région, mettant généralement vers un brun châtaigne foncé ou un rouge brunâtre sur le dos, avec des pattes d'un jaune orangé vif, une couleur qui n'a rien de camouflage. C'est un avertissement. Ces animaux ne cherchent pas à se cacher des prédateurs. Ils ont peu de prédateurs naturels dans leur catégorie de taille, et leur couleur signale à quiconque envisagerait de les manger que ce serait une grave erreur. Ils sont extraordinairement rapides pour leur taille. Un grand scolopendre australien se déplaçant à toute vitesse sur une surface plane produit un mouvement fluide et ondulant qui dérange profondément la plupart des observateurs, d'une manière difficile à décrire. Quelque chose dans la coordination parfaite de toutes ces parties mobiles déclenche une réaction viscérale dans le système nerveux humain. Ce sont des chasseurs actifs, pas des spécialistes de l'embuscade, et ils s'attaquent à des proies bien plus grandes qu'eux. Des cas documentés montrent que de gros spécimens attrapent et maîtrisent des souris domestiques, de petits lézards, de gros coléoptères et des blattes adultes. Ils tuent en saisissant leur proie avec leurs pattes avant, modifiées au fil de l'évolution en pinces creuses, injectant du venin, appelé forcipule, qui s'enroule autour de la tête et maintiennent la proie pendant l'injection du poison. Le venin est un mélange biochimique complexe, comprenant de la sérotonine, de l'histamine, des protéines cardiotoxiques et divers autres composés qui agissent ensemble pour provoquer une destruction locale des tissus et des effets systémiques. L'expérience immédiate d'une morsure de mille-pattes, d'après les récits médicaux, est une douleur brûlante intense, au point de morsure, qui se propage rapidement aux tissus environnants. Dans l'heure qui suit, la zone devient visiblement enflée, chaude au toucher, et souvent décolorée, la peau prenant une teinte sombre, comme un bleu, signe d'un saignement sous-cutané. Dans des cas impliquant de gros spécimens, les tissus au point de morsure ont subi une nécrose, une mort locale des cellules, nécessitant un débridement médical, voire une greffe de peau, pour soigner correctement la blessure. Les effets systémiques rapportés dans la littérature médicale australienne incluent nausées sévères, vomissements, vertiges, maux de tête et palpitations cardiaques chez les patients mordus par de gros spécimens. Des dossiers hospitaliers australiens documentent des admissions de patients pour envenimation par mille-pattes, avec des séjours de 2 à 4 jours pour gérer la douleur et traiter la plaie. Et ce ne sont pas des animaux de la nature sauvage. Ils se cachent sous l'écorce détachée, dans les fissures des murs en pierre, dans les feuilles mortes, au pied des plantes du jardin, sous les bords des meubles d'extérieur. Ils entrent dans les maisons par les interstices autour des tuyaux et des fondations. On les a trouvés dans des chaussures laissées sur les terrasses arrière, dans les plis des serviettes suspendues dehors, dans l'espace entre le bois de chauffage stocké et le mur d'un abri de jardin. Ils ont seulement besoin de chaleur, d'obscurité et d'une source de nourriture.
Et les environnements domestiques du nord et de l'est de l'Australie offrent ces trois conditions en abondance. Les personnes qui les rencontrent le plus souvent ne sont ni randonneurs, ni passionnés de faune sauvage. Ce sont des gens qui cherchent une chaussure le matin, des gens qui ramassent une serviette sur le sol de la salle de bain, des gens qui n'avaient aucune raison de s'attendre à croiser un danger. La 5e place revient au seul animal ici qui était déjà ancien lorsque les dinosaures sont apparus. Le crocodile marin. Le plus grand reptile vivant sur Terre. Un prédateur dont la conception fondamentale n'a pratiquement pas changé depuis plus de 200 millions d'années. Parce qu'elle était déjà parfaite. Crocodylus porosus n'est pas simplement un grand animal. C'est un grand animal optimisé, génération après génération, pour la chasse à l'affût dans les milieux aquatiques. Les adultes atteignent régulièrement 5 à 6 mètres de long et peuvent peser plus d'1 tonne. Le crâne seul d'un grand adulte dépasse 60 cm de long et abrite une musculature de la mâchoire capable de produire une force de morsure mesurée à plus de 16 000 newtons, la plus élevée de tous les animaux vivants, et bien supérieure à celle de toutes les autres espèces de crocodiliens. Les mâchoires se referment avec une vitesse et une puissance qui produisent un claquement audible à distance. Une fois fermées, elles ne peuvent plus être ouvertes par la force humaine. L'animal est conçu dans chaque détail anatomique pour ce qu'il fait. Les yeux et les narines sont placés sur le dessus du crâne, permettant à l'animal de rester presque entièrement immergé tout en gardant un contact sensoriel complet avec l'environnement au-dessus de la surface de l'eau. La peau contient des récepteurs de pression spécialisés appelés organes sensoriels tégumentaires, qui détectent même les moindres perturbations dans l'eau. Un poisson qui bouge à proximité, un oiseau qui se pose au bord de l'eau, une personne qui traverse un courant peu profond à 50 mètres en amont. La coloration, gris-brun foncé sur le dessus, jaune pâle sur le ventre, offre un camouflage remarquable dans l'eau trouble, ombragée par la végétation des rivières, estuaires et canaux de mangroves. Dans ces milieux, un crocodile de 6 mètres n'est pas un objet évident. C'est une ombre. C'est l'obscurité sous une branche immergée. C'est, jusqu'au moment où il bouge, pratiquement invisible. L'attaque elle-même s'appelle la roulade mortelle, et elle est aussi efficace que son nom le suggère. Le crocodile attend, immobile, que la proie s'approche à portée. Et la patience d'un grand crocodile marin n'est pas une expression. On a observé ces animaux rester immobiles pendant des heures. La frappe, quand elle arrive, est explosive. L'animal jaillit de l'eau ou de sa position fixe, saisit la proie dans ses mâchoires, puis commence immédiatement à faire tourner tout son corps autour de son axe longitudinal, la roulade mortelle, qui fait 2 choses en même temps. Elle déchire des morceaux de chair gérable sur des proies trop grandes pour être avalées d'un coup, et elle désoriente complètement la proie, rendant toute fuite presque impossible. Le crocodile entraîne ensuite la proie sous l'eau pour la noyer, souvent en cachant le corps sous une berge submergée pour que la décomposition facilite la consommation. Ce qui rend les crocodiles marins australiens particulièrement dangereux à l'échelle mondiale, c'est la combinaison de leur taille, de leur comportement et de leur nombre. Après que l'espèce ait été protégée de la chasse dans les années 70, ayant été chassée jusqu'à presque disparaître dans certaines régions, la population a connu une reprise spectaculaire. Les estimations actuelles placent la population de crocodiles marins dans le nord de l'Australie à plus de 100 000 individus, répartis entre le territoire du nord, le nord du Queensland et la côte Kimberley en Australie occidentale. Ils sont nombreux.
Dans certains bassins fluviaux, leur densité est véritablement élevée. Et en même temps, le tourisme dans le nord de l'Australie a explosé, attirant chaque année des centaines de milliers de visiteurs dans le pays des crocodiles. Des gens qui pagaient sur les rivières, nagent dans des trous d'eau, pêchent sur les berges des canaux amarrés et campent au bord de l'eau dans des zones qui paraissent spectaculaires en photo, mais qui sont en réalité des habitats actifs de crocodiles. Les décès qui surviennent, qui en Australie se comptent en une vingtaine au plus par décennie, présentent des points communs dans les rapports d'enquête qui suivent. La victime s'est approchée du bord de l'eau sans la scruter. La victime a campé près d'une rivière dans le territoire du Nord, sans vérifier les avertissements locaux. La victime a nagé dans une zone explicitement signalée comme dangereuse à cause des crocodiles. Le schéma est clair. Le crocodile ne fait pas d'erreur. Il fait exactement ce pourquoi il a évolué, sur le territoire qu'il a toujours occupé. La seule variable qui a changé, c'est l'arrivée des humains. Quatrième, et ce n'est pas une course serrée, le serpent le plus venimeux ayant jamais existé, partout sur Terre. L'inland taipan. Oxyuranus microlepidotus est le serpent le plus venimeux de la planète. Et il n'y a pas photo. La DL50, la dose létale pour 50% d'une population test, du venin de l'inland taipan chez la souris, est d'environ 0,01 mg par kilogramme de poids corporel. Pour saisir ce que cela signifie concrètement, sachez que le serpent brun de l'Est, lui-même l'un des serpents les plus dangereux au monde, responsable du plus grand nombre de décès humains en Australie, possède un venin environ 50 fois moins puissant, selon cette mesure. Le cobra royal, redouté dans toute l'Asie pour son agressivité et sa taille, produit un venin environ 200 fois moins toxique que celui de l'inland taipan. Une morsure de ce serpent délivre assez de venin pour tuer entre 80 et 100 humains adultes moyens, ou environ 250 000 souris. Le venin n'est pas seulement puissant, il est aussi pharmacologiquement complexe, sans aucune échappatoire confortable pour les défenses du corps. Il contient un cocktail de composés toxiques agissant simultanément. Des neurotoxines pré- et post-synaptiques puissantes qui bloquent la transmission nerveuse à la jonction entre nerfs et muscles. Des myotoxines qui attaquent directement les fibres musculaires, provoquant la dégradation des protéines à l'intérieur des cellules musculaires et leur fuite dans le sang. Un processus appelé rhabdomyolyse. Des hémotoxines qui détruisent les globules rouges, et des coagulants, qui déclenchent une coagulation intravasculaire disséminée, une défaillance catastrophique du système de coagulation sanguine où celui-ci s'autodétruit en tentant d'arrêter les saignements. Sans traitement, la mort par insuffisance respiratoire survient généralement entre 45 minutes et quelques heures après la morsure, selon la taille de la victime et la quantité de venin injecté. Et puis il y a l'élément spécifique qui rend le venin de l'inland taipan terriblement unique, même dans ce tableau déjà dévastateur. La paradoxine. Ce composé provoque une paralysie rapide et massive des muscles squelettiques dans tout le corps. La progression est fulgurante. Les victimes de morsures de taipan ayant survécu après avoir reçu des soins médicaux décrivent l'expérience d'être pleinement conscientes, pensée claire, audition intacte, totalement présente, tout en étant physiquement incapables de bouger un seul muscle volontaire. Elles ne pouvaient ni parler, ni appeler à l'aide, ni respirer sans assistance mécanique.
Le corps s'éteint de l'extérieur vers l'intérieur, tandis que l'esprit observe. Pourtant, voici le détail qui déroute presque tous ceux qui découvrent ce serpent. Il est presque impossible de le croiser. Linlun Taipan ne vit pas près des villes, des villages, ni même des destinations touristiques isolées. Il habite les plaines d'argile noire du centre et du sud-ouest du Queensland et le coin adjacent de l'Australie méridionale. Une zone géologique précise où l'argile fissurée rencontre des plaines inondables saisonnières. Un paysage d'une rare solitude marqué par une chaleur extrême, des précipitations très faibles et très peu de visiteurs humains. Le serpent a développé son venin dévastateur spécifiquement pour tuer le rat à poils longs, Rattus vilosissimus, la principale proie de cet environnement. Un mammifère à sang chaud, nécessitant une mise à mort rapide et efficace. Le taipan n'a aucune raison particulière de croiser un humain et, dans la plupart des rencontres rapportées, il préfère fuir dès qu'il le peut. Aucun décès humain confirmé dû à une morsure d'Inland Taipan n'a été recensé. L'antivenin, développé à partir d'une espèce proche, est efficace. Le danger de l'Inland Taipan est réel, mais il reste largement théorique pour la grande majorité des gens qui ne poseront jamais le pied sur une plaine d'argile fissurée dans l'intérieur australien à l'aube. Ce qu'il représente plus que tout, c'est le point d'aboutissement logique de ce que produit l'évolution, opérant en isolement, avec des millions d'années, pour perfectionner un seul instrument de létalité. La troisième place revient à un animal que la plupart des plongeurs photographient à bout de bras. C'est justement là que réside le problème. La Laticoda colubrina, ou serpent de mer à bandes, est souvent perçue comme une simple occasion de photo, sans que l'on réalise qu'on flotte à côté de l'un des animaux les plus venimeux de l'océan. Ce serpent se trouve dans tout le système de récifs coralliens du nord tropical et du nord-est de l'Australie, la Grande Barrière de Corail, la mer de Corail, les eaux du détroit de Torres. C'est l'un des animaux aux motifs les plus élégants des eaux australiennes. Un corps couvert de bandes alternées, nettes et précises, d'un noir profond et d'un bleu pâle, presque blanc. Une coloration uniforme de la tête jusqu'à la queue en forme de pagaie. Cette queue aplatie, une adaptation évolutive qui fonctionne comme une nageoire, glisse dans l'eau avec une grâce sinueuse et une efficacité sans effort que la plupart des nageurs et plongeurs trouvent fascinante. Ce serpent n'est pas un serpent terrestre qui aurait appris à vivre dans l'eau à contre-cœur. Il est fait pour le récif, parfaitement adapté à naviguer dans les crevasses étroites du corail et à chasser les poissons dans leurs cachettes. Les plongeurs croisent régulièrement ces serpents de mer à bandes dans les récifs du Nord. En termes de comportement observable, le serpent est docile. Il ne s'approche pas des plongeurs, ne montre aucun signe d'agressivité, ne poursuit pas. Il suit son propre rythme, chasser les poissons du récif, en particulier les anguilles, dans les passages labyrinthiques du corail. Remonter à la surface pour respirer à intervalles réguliers. Parfois se reposer, drapé sur des têtes de corail pendant les moments calmes. La plupart des plongeurs les photographient. Certains s'approchent de très près. Quelques-uns, dans des cas documentés, les ont même pris dans leurs mains. C'est là que le contexte devient crucial. Le venin du serpent de mer à bandes est un neurotoxique puissant, dont la toxicité est, selon la méthode de mesure utilisée, entre 8 et 10 fois supérieure à celle du cobra royal. Son mécanisme d'action
est un blocage neuromusculaire post-synaptique. La toxine se fixe sur les récepteurs d'acétylcholine à la jonction entre le nerf et le muscle, empêchant ainsi le signal nerveux de déclencher la contraction musculaire. Ce mécanisme est très sélectif. Il cible spécifiquement la jonction neuromusculaire, sans perturber la transmission nerveuse globale, ce qui en fait une arme redoutablement efficace. Les poissons mordus par ce serpent meurent rapidement d'une paralysie des muscles squelettiques, y compris ceux nécessaires à la respiration. Chez l'humain, l'aspect insidieux de l'envenimation par le serpent de mer est le délai d'apparition des symptômes. Contrairement aux morsures de serpent qui provoquent immédiatement douleur et gonflement local, le venin de la Laticaoda colubrina ne cause souvent aucune réaction locale au début. La morsure elle-même est discrète. Les petits crochets situés à l'arrière de la mâchoire injectent le venin avec un traumatisme mécanique minimal. Dans les cas documentés, les victimes rapportent n'avoir ressenti qu'une petite piqûre passagère, voire rien du tout. Les effets neurotoxiques commencent généralement à se manifester entre une demi-heure et plusieurs heures après la morsure. D'abord, un picotement aux lèvres et autour de la bouche. Puis, des difficultés progressives à avaler, une faiblesse musculaire qui s'étend depuis le site de la morsure jusqu'à la paralysie des muscles respiratoires. Sans assistance respiratoire à ce stade, la mort survient par asphyxie. Le fait crucial concernant le serpent de mer à bandes est que le risque reste très faible pour les plongeurs qui respectent les règles de base. Observer, photographier, ne pas toucher. Son tempérament fait que les morsures accidentelles sont rares. Les cas documentés impliquent presque toujours une manipulation. Des pêcheurs dont les filets ont remonté des serpents, des plongeurs qui les ont pris en main pour les examiner, des personnes ayant trouvé un serpent échoué et tenté de l'aider sans savoir ce que c'était. La grande majorité des personnes qui croisent un serpent de mer à bandes dans la nature ne courent aucun danger. Ce qui change votre regard lorsque vous le voyez glisser dans le récif, une fois que vous savez ce que vous avez sous les yeux, c'est la prise de conscience que toute sa beauté, du point de vue du serpent, est totalement accessoire. Deuxième place, l'animal qui a bouleversé la façon dont toute une génération percevait l'océan, et dont la présence dans les eaux d'Australie méridionale n'est pas un mythe, mais un fait scientifique rigoureusement documenté. Le grand requin blanc, Carcharodon carcharias. Ce nom résonne avec un poids particulier dans la bouche des biologistes marins qui l'étudient dans les eaux froides du sud australien. Les adultes de cette population atteignent régulièrement 5,5 mètres. Des individus exceptionnels ont été mesurés de manière fiable à plus de 6 mètres, et des rapports non vérifiés évoquent même des spécimens approchant les 7 mètres dans la littérature scientifique. À 6 mètres et 2000 kg, un grand requin blanc n'est pas simplement un gros poisson. C'est un missile doté d'un système sensoriel d'une sophistication extraordinaire à son extrémité avant. Les capacités de détection des proies du grand blanc ont fait l'objet d'études approfondies, et ce qui en ressort, c'est l'image d'un animal évoluant dans un monde sensoriel presque incompréhensible pour un observateur humain. La ligne latérale, un canal qui court le long de chaque côté du corps, capte les variations de pression de l'eau avec une telle sensibilité que l'animal peut percevoir la turbulence laissée par un phoque nageant à 50 mètres. Les ampoules de Lorenzini, un réseau de pores électrorécepteurs concentrés autour du museau, détectent les faibles champs bioélectriques générés par les muscles de tous les êtres vivants et sont assez sensibles pour percevoir des champs de moins d'1 nanoampère par centimètre carré, ce qui signifie qu'un grand blanc
peut détecter un battement de cœur à plusieurs mètres dans l'obscurité. Le système olfactif peut repérer une seule goutte de sang diluée dans 100 litres d'eau. Ces systèmes sensoriels fonctionnent simultanément, en redondance superposée, de sorte qu'un objet en mouvement dans l'eau génère un profil complet de signaux: mouvement, pression, signature électrique, traces chimiques, tous traités en temps réel. Les eaux d'Australie méridionale, notamment la région autour des îles Neptune, de Port Lincoln et de la Grande Baie australienne, abritent l'une des plus grandes concentrations documentées de grands requins blancs au monde. Cette population est soutenue par les vastes colonies de lions de mer australiens et d'otaries à long nez de la côte sud, les proies naturelles principales du grand blanc, ainsi que par la géographie de l'océan austral, qui offre des eaux froides et riches en oxygène, à la température idéale pour la chasse du grand requin blanc. Le gouvernement d'Australie méridionale et les organismes de recherche ont marqué et suivi des individus de cette population pendant des années. Ce suivi a révélé que les grands blancs ne restent pas en un seul endroit. Ils se déplacent, parfois sur de vastes distances, traversant entre l'Afrique du Sud et l'Australie, entre les îles Neptune et la Nouvelle-Galles du Sud, suivant leur proie et les gradients thermiques sur des milliers de kilomètres. En termes pratiques, cela signifie que toute la côte sud et sud-est de l'Australie se trouve dans l'aire d'activité de cette population. La force de morsure est estimée à environ 18 000 newtons, comparable et parfois supérieure à celle du crocodile marin. Les dents sont dentelées, conçues pour trancher plutôt que pour agripper, ce qui rend les attaques du grand blanc sur l'homme si souvent fatales. Ce n'est pas forcément la morsure elle-même, bien que les dégâts mécaniques soient catastrophiques, mais ce que la morsure sectionne. L'artère fémorale dans la cuisse, l'artère iliaque du bassin, l'aorte abdominale. Ces vaisseaux transportent le sang vers le bas du corps et sont totalement dépourvus de protection osseuse dans la plupart des positions anatomiques. Une seule morsure qui sectionne l'un d'eux provoque une hémorragie incontrôlable dans l'eau. La survie dans les cas d'attaque documentés dépend principalement de deux facteurs: la proximité du rivage au moment de l'attaque et la présence d'autres personnes qui apportent immédiatement une aide physique pour sortir la victime de l'eau. Que vous inspire la présence de cet animal, sachant qu'il est là, dans l'eau, en ce moment même, au large des côtes d'Australie méridionale, à l'idée de vous baigner? Partagez votre réponse dans les commentaires. Quel que soit votre instinct, le prochain animal est bien plus petit, beaucoup plus susceptible d'être à portée de main, et plusieurs fois plus dangereux. Et en première position, sans antidote, sans signe d'avertissement, tenant dans la paume de la main, voici celui-ci. Il n'a ni nageoire, ni dents. Il repose dans une flaque de marée, un après-midi ensoleillé, attendant qu'un touriste curieux le saisisse. La pieuvre à anneaux bleus. Apaloclena lunulata. Dans les eaux plus chaudes du nord, Apaloclena maculosa dans les eaux plus fraîches du sud, ainsi que plusieurs espèces proches le long des côtes du continent, se trouvent dans les systèmes récifaux peu profonds, les bassins rocheux et les zones sableuses peu profondes sur pratiquement toute la côte australienne. Au repos, son corps mesure environ 5 à 8 cm de diamètre, plus petit qu'une balle de tennis, et sa couleur est un brun sable tacheté, parfaitement adapté au camouflage sur un fond rocheux ou sablonneux. Rien en lui au repos ne laisse deviner un danger. Rien qui ne signale quoi que ce soit.
C'est un petit céphalopode à corps mou, niché dans une fissure entre les rochers, se déplaçant parfois avec cette grâce étrange et fluide propre aux pieuvres, ses bras s'étalant et se repliant avec une élégance presque surnaturelle. Puis vous le touchez, où il se sent menacé, où l'ombre de votre main passe au-dessus de lui. Et en un instant trop rapide pour être perçu consciemment, quelque chose change sur tout son corps. 60, 80, parfois plus d'une centaine d'anneaux, répartis sur ses bras et son manteau, s'illuminent simultanément. Chacun vibrant d'un bleu irisé et brillant, comme éclairé de l'intérieur. Un bleu si vif, si électrique, si profondément unique dans le monde naturel, qu'il capte immédiatement toute l'attention. C'est l'un des plus beaux signaux d'alerte que l'évolution ait jamais créé. Beaucoup de personnes qui le voient en vrai, tenant l'animal, réagissent avec émerveillement. Elles soulèvent la pieuvre plus haut, la tournent vers la lumière, appellent leurs compagnons à venir admirer. Le venin est la tétrodotoxine. Ce composé, produit non pas par la pieuvre elle-même, mais par des bactéries symbiotiques, Pseudo-Halteromonas tetraodonis et plusieurs espèces apparentées, vivant dans les glandes salivaires de l'animal, est l'un des poisons naturels les plus puissants sur Terre. Son mécanisme est d'une élégance terrifiante. Il bloque avec une efficacité extrême les canaux sodiques, voltage dépendants, dans les membranes des cellules nerveuses, empêchant la propagation de l'impulsion électrique. La cellule nerveuse ne peut plus s'activer. Le signal du cerveau vers les muscles ne passe plus. Ce n'est pas un simple dérèglement du système nerveux, c'est une extinction totale. Et la tétrodotoxine agit partout à la fois, car elle circule dans tout le corps via le sang. Il n'existe aucun antidote. Ce n'est pas un oubli ou une lacune pharmaceutique. La tétrodotoxine est une petite molécule, pas une protéine. Elle ne peut pas être neutralisée par une thérapie par anticorps comme les venins protéiques. Le seul traitement médical disponible est un soutien intensif. Ventilation mécanique pour maintenir la respiration du patient pendant que le poison s'élimine naturellement. Un processus qui prend plusieurs heures. Aucun médicament ne s'attaque directement au venin. Le patient reste allongé en soins intensifs, sous respirateur, en attendant que la toxine soit métabolisée. Le taux de mortalité est élevé dans les régions où l'accès à la ventilation mécanique est retardé. Une seule pieuvre à anneaux bleus adulte contient assez de tétrodotoxine pour tuer 26 humains adultes. La dose létale pour une personne est d'environ 2 mg. La pieuvre emporte environ 25 mg dans ses glandes salivaires. Elle n'a pas besoin de mordre pour injecter ce poison. Les bactéries productrices colonisent aussi la peau de la pieuvre, ce qui signifie que la toxine est présente à la surface de l'animal et peut être absorbée par les muqueuses au contact. La morsure, lorsqu'elle survient, est presque indolore. Le bec de la pieuvre est petit. La piqûre laisse à peine une trace. La plupart des victimes documentées d'envenimation par la pieuvre à anneaux bleus ne se rendent pas compte qu'elles ont été mordues. La première prise de conscience survient quelques minutes plus tard. Un picotement aux lèvres et à la langue. Puis, un engourdissement qui gagne le visage. Ensuite, les bras et les jambes deviennent lourds. D'abord, simplement difficiles à bouger, puis, progressivement, inexorablement, refusant toute obéissance. La conscience
reste parfaitement intacte tout au long du processus. Vous pensez clairement. Vous comprenez ce qui se passe. Vous ne pouvez simplement plus bouger un seul muscle volontaire pour exprimer cette compréhension. Vous ne pouvez pas faire signe, pas parler, pas respirer. Si vous n'êtes pas déjà à l'hôpital, si personne autour ne reconnaît immédiatement la situation et ne commence un bouche à bouche, vous vous étoufferez, avec un esprit parfaitement lucide, pleinement conscient. C'est cet animal que les enfants ramassent sur les plages, que les touristes photographient dans leurs paumes et postent sur les réseaux sociaux, que l'on trouve échoué dans les bassins rocheux peu profonds et que l'on touche parce qu'il est petit, coloré et semble inoffensif. Les anneaux bleus n'apparaissent que lorsque l'animal est déjà en détresse, ce qui signifie qu'au moment où vous voyez l'avertissement, la rencontre est déjà engagée. Dans une flaque de marée, un après-midi ensoleillé, sur une plage qui ressemble à un paradis, quelque chose de la taille d'une balle de golf attend pour vous montrer ce que 15 millions d'années d'isolement australien ont produit. Voici ce continent. Il n'a jamais prétendu être sûr.